16h45, bienvenue à tous, c'est l'heure de votre grand dossier sur LCI consacré ce soir à cette question. Donald Trump, Vladimir Poutine sont-ils en train de perdre leur guerre ? En Iran, le président américain s'enlise dans une guerre qui n'arrive pas à clore. Les négociations patinent alors que l'Iran a de nouveau frappé ses alliés au Koweït et à Bahreïn. Quelle carte reste-t-il à Donald Trump ? Ira-t-il jusqu'à rencontrer le guide suprême, Mojtaba Ramenei, comme il l'a demandé ? On se posera toutes les questions ici même. En Russie, Vladimir Poutine lui aussi semble de moins en moins en position de force qu'il y a quelques mois. En témoignent encore ces frappes ukrainiennes sur Saint-Pétersbourg cette semaine et ces dernières heures. Comment réagira le président russe ? Acceptera-t-il lui aussi de rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien ? Rien n'est moins sûr. On verra également que le chef du Kremlin craint davantage une attaque venue de l'intérieur, venue de Russie. Voilà pour le programme, mais d'abord écoutons Donald Trump, le président américain qui s'est de nouveau exprimé sur la situation au Moyen-Orient hier soir et il nous parle des capacités militaires iraniennes encore bien présentes. Nous avons totalement détruit leur armée. Il leur reste quelques missiles, il leur reste quelques drones. Vous savez combien de missiles ? Oui, exactement. Combien ? Je ne peux pas vous le dire. Vous pouvez me donner un ordre de grandeur ? Il leur en reste quelques-uns. Je connais le chiffre presque au missile près. Et nous savons aussi où ils se trouvent. Et nous savons où sont leurs drones. Et nous savons où sont leurs usines de drones. La plupart des usines de drones ont été détruites. La plupart des rampes de lancement ont été détruites. Et la plupart des sites de fabrication de missiles ont été détruits. Mais ils ont encore des capacités. Ils ont quelques missiles. Je dirais qu'en pourcentage, peut-être 21-22% de leurs missiles. Ça fait beaucoup de missiles, mais ce n'est pas ce que c'était quand nous avons lancé notre première attaque. Vous dites qu'il leur reste 21-22% de leurs missiles ? C'est correct, oui. Et je présente mes invités pour le grand dossier. Magali Barthès, éditorialiste internationale LCI. Merci d'être avec nous, Magali. Général Jean-Paul Perruche, bonsoir. Bonsoir. Général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Est également avec nous sur ce plateau Vincent Crouzet. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Expert en renseignement, écrivain, ancien espion, auteur de votre autobiographie Le jour où je suis devenu espion aux éditions de l'Observatoire. Le voici. Et puis Romuald Siora est également avec nous. Bonsoir Romuald, bonsoir. Plaisir de vous retrouver, essayiste et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous revenez tout juste des États-Unis, donc on a besoin également de vos lumières pour décrypter et analyser les prises de parole du président américain Donald Trump. Vous êtes également auteur de ce livre qui s'affiche America 250 aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. Voilà pour le casting de ce grand dossier, mais d'abord on voulait évoquer avec vous ces nouvelles attaques iraniennes ces dernières heures sur deux pays du Golfe, Bahreïn et le Koweït. Téhéran qui s'en prend donc une nouvelle fois à ces pays alliés des États-Unis. On va faire le point avec vous, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonsoir Rebecca, parce que les Iraniens ont donc une nouvelle fois attaqué ces pays du Golfe cette nuit. Selon l'Iran, tout commence avec 4 pétroliers qui ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz dans la nuit, guidés par la marine américaine. Pétroliers arrêtés par l'Iran dans la foulée, alors que plusieurs avertissements avaient été donnés par les gardiens de la révolution. Et puis, selon le commandement américain, plusieurs drones iraniens ont été envoyés hier soir dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine en a abattu 4 d'entre eux, et selon eux, ces drones visaient donc le trafic maritime dans la zone. Les Américains ont ensuite frappé plusieurs sites iraniens sur lesquels se trouvent des radars de surveillance, notamment à Gourouk, cette ville côtière iranienne de 4000 habitants qui se trouve juste à l'entrée du détroit d'Ormuz, et puis sur l'île de Keshm, île qui se situe dans cette zone stratégique. Suite à ces frappes, il y a eu des représailles de la part des gardiens de la Révolution. Selon nos confrères d'Al Jazeera, plusieurs explosions ont été entendues proches de l'aéroport international du Koweït, mais également à Manama, dans la capitale du Bahreïn. 7 missiles balistiques ont été tirés par les Iraniens en direction des bases américaines du Koweït et de Bahreïn. 6 missiles sur 7 ont été interceptés et 1 a raté sa cible. Ce sont des bases aériennes américaines qui ont été visées dans ces deux pays, mais aussi la 5e flotte américaine. Mais toujours selon les Américains, aucun dégât n'est à signaler.
On rappelle quand même que le Koweït a déjà été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi dernier par l'Iran, une des attaques les plus massives depuis le début de la trêve. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch pour ce point complet sur tout ce qui s'est passé cette nuit. Général, je me tourne vers vous tout de suite. On n'est quand même pas là sur une petite escarmouche. Souvent, on note quelques drones lancés par Téhéran sur les pays du Golfe. Là, on parle quand même de missiles. Je vous pose la question brute directement. Est-ce que là, on se rapproche quand même petit à petit d'un retour de la guerre, d'un conflit direct entre les États-Unis et l'Iran? Écoutez, on peut toujours penser qu'il y aura une gradation dans ces tirs qui ont démarré comme des escarmouches, puis qui aujourd'hui prennent un peu plus d'ampleur. Pour ma part, je ne pense pas que ça aille très loin. Pour la raison suivante, c'est que Donald Trump est dans un dilemme, à savoir que s'il frappe, ces frappes ne donnent pas beaucoup d'avantages politiques par rapport à ses objectifs. Changement de régime, récupérer l'uranium et même aujourd'hui libérer Hormuz. S'il voulait vraiment libérer Hormuz, alors il faudrait une grosse opération qui va se passer sur un territoire assez escarpé, de plus de 100 km, etc. Et puis il faut le garder après. Mais on passe vraiment à autre chose, mais manifestement, les Américains n'y sont pas préparés pour l'instant. Et donc, on voit d'un côté le rapport de force militaire qui est favorable de façon écrasante aux États-Unis et aux Israéliens, mais le rapport de force politique reste favorable aux Iraniens. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, chaque fois qu'ils tirent un missile, ça a un sens politique. C'est-à-dire, vous voyez, on peut encore détruire les installations du Koweït, de Bahreïn et des autres Émirats ou monarchies du Golfe. Donc à chaque frappe qui arrive, même on a parlé de 7 missiles tout à l'heure et 6 qui sont détruits, un missile qui atteint une cible, c'est une victoire pour l'Iran. Et donc le président américain est coincé là-dedans. Le facteur qui va être déterminant, c'est le temps. D'un côté, on a l'Iran qui est quand même en difficulté économique avec toutes ces sanctions et puis le verrouillage d'Hormuz. Mais de l'autre côté, on a un président américain qui compte les jours jusqu'aux élections de mi-mandat et puis qui est en difficulté par rapport à sa population. Donc, vous voyez, je dirais léger avantage, puisqu'on est en phase de tennis, avantage quand même à l'Iran pour l'instant. Avantage à l'Iran, selon le général Perruche. Est-ce que vous partagez cet avis, Vincent Crouzet ? Déjà, la question qu'on se pose, parce que les téléspectateurs qui nous regardent aussi se posent des questions. On est officiellement encore dans une période de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, et quand on tire des missiles quand même en direction de son ennemi, on peut difficilement dire que pour le moment, ce cessez-le-feu tient. Enfin... On est dans une période de cessez-le-feu depuis le 7 avril dernier. On est aussi normalement dans une période de double blocus. Blocus iranien, blocus américain. Or, hier, Bloomberg a donné un chiffre assez ahurissant, donnant à peu près 1000 navires qui auraient franchi le détroit d'Ormuz au cours des derniers 45 jours, ce qui est considérable, beaucoup plus que ce qu'on ne le pensait, laissant supposer d'ailleurs que énormément de navires franchissent ce détroit avec transpondeur éteint. Maintenant, il semblerait que les Américains aient un petit peu changé leur fusil d'épaule avec des opérations d'escorte et d'accompagnement de navires alliés ou du moins de puissances alliées pour franchir le détroit, ce qui a provoqué la réponse iranienne cette nuit. Maintenant, j'observe qu'il y a 2 pays qui sont principalement ciblés à chaque fois, c'est Bahreïn et le Koweït. Donc, ça signifie que les Iraniens ont évalué une vulnérabilité sur ces 2 territoires. Effectivement, 6 missiles interceptés sur 7, c'est très bien, mais néanmoins, il y en a un qui passe. Et j'observe aussi que les salves de missiles ne sont pas non plus très importantes. Je veux dire, il y a beaucoup moins il y a plus d'essaims de drones. Il y a quelques missiles à chaque fois, souvent moins d'une dizaine. Donc, ça signifie aussi que l'arsenal iranien, certainement, s'épuise. On évoquera justement l'arsenal iranien parce qu'on a entendu Donald Trump a donné quelques informations, en tout cas ce sont les chiffres révélés par le président américain. Vous avez posé la bonne question, Vincent Crouzet. Pourquoi Bahreïn ? Pourquoi le Koweït, Magali Barthez ? Pourquoi ces 2 pays sont systématiquement en première ligne pour être la cible de Téhéran ?
Bahreïn, c'est la 5e flotte américaine. Le Koweït, c'est une présence aussi américaine très très forte, notamment cette base d'Ali Al-Salem qui est régulièrement aussi visée, où les Américains ont notamment beaucoup d'appareils, ont de la logistique. Donc c'est aussi une façon, moi je pense, d'envoyer des messages. Ce sont des réponses en fait très calibrées quand même, qu'envoie chaque pays à l'autre, dans le cadre quand même d'une négociation qui officiellement continue toujours. Donc il y a une volonté du côté de l'Iran de montrer les muscles, peut-être aussi de faire monter les enchères, de capitaliser aussi sur cette image de pays qui a tenu tête finalement à l'offensive américano-israélienne. Et on voit bien que du côté américain, il y a quand même une façon de répondre plutôt en minimisant ce qui s'est passé. Là encore, je regardais la déclaration du CENTCOM, du commandement américain pour la région, qui parlait, en parlant des frappes américaines, de frappes de légitime défense. Cette idée-là, on la retrouve pratiquement dans tous les communiqués américains. Et du côté de l'Iran, on a cru un peu cette semaine à une escalade lorsqu'il y a eu ce drone qui est tombé sur l'aéroport de Koweït, où là on a vu qu'il y a eu le premier mort, un ressortissant indien qui a été tué dans cette frappe, avec des propos plus durs du côté des gardiens de la révolution. Et puis à nouveau, là, on a l'impression que finalement, on reste dans une espèce de drôle de guerre, une guerre sous un certain seuil, pour continuer quand même à maintenir cette pression, tout en poursuivant les négociations à côté. Et tout ça peut durer des semaines, peut durer même davantage en fait. On est rentré dans un cycle différent où on voit quand même que les deux belligérants n'ont pas envie d'une escalade. Romuald Siora, vous partagez l'analyse de Magali Barthès. Aujourd'hui, Donald Trump, malgré ses frappes, malgré ses escarmouches, ne veut pas repartir en guerre totale contre l'Iran ? Oui, totalement. Je partage tout à fait cette analyse. Donald Trump, et ça on le répète quasiment tous depuis des semaines, Donald Trump veut un deal. Il veut un bout de papier, une feuille de route. Il est prêt à avaler de nombreuses couleuvres, passer de nombreux compromis. Il faut qu'il s'en sorte un minimum la tête haute face aux Américains. Une fois encore, sa base MAGA, pour la première fois en plus de 10 ans, est en train de se détourner de ce président que jusqu'à présent elle aurait suivi jusqu'en enfer. Et là, c'est quelque chose qui fait un petit peu paniquer Donald Trump, plus qu'un petit peu d'ailleurs. Bref, en plus, nous sommes à une semaine à peu près de son anniversaire. Comme vous le savez, ça va être organisé en grande pompe à Washington, avec une compétition de gladiateurs devant la Maison-Blanche. Ensuite, il y a la Coupe du Monde. C'est à double tranchant. Si les Américains marquent quelques buts, Trump pourra s'en enorgueillir. Si ils perdent, probablement il insultera les footballeurs américains. Et puis surtout, il y a le 250e anniversaire des États-Unis, le sacre de notre Napoléon, avec son arc de triomphe. Il veut son visage gravé dessus. Enfin bref, tout le tralala. Donc Trump veut vraiment se sortir de ce guêpier le plus tôt possible. Donc il n'a aucune envie, effectivement, de retourner vers la guerre. Ça paraît très simple. Enfin, ça a été dit il y a quelques instants, c'est leur manière de négocier. Ils savent que Trump veut son deal. Ils savent que Trump ne veut pas repartir en guerre. C'est très 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 clair autour de Trump. Il est cerné. J.D. Vance s'oppose à un retour à la guerre. Suzy Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, également. Le Pentagone, on l'a vu, les membres du Congrès et la base MAGA. Donc bref, en bombardant quelques cibles des alliés du président, ils espèrent, que ces alliés vont faire pression sur la Maison-Blanche pour passer un accord, et 2, ils font pression sur Donald Trump pour que celui-ci passe rapidement à la table des négociations avec plusieurs compromis dans sa poche. Vincent Crozet, vous avez une question ? Oui, j'ai une question pour Romuald. Est-ce que finalement la résolution qui a été votée mercredi à 215 voix contre 208 à la Chambre des représentants pour ramener justement Donald Trump à la paix et l'obliger à retirer ses forces de l'Iran, ça n'arrange pas Trump in fine ? Oui, bien évidemment. Pour la simple et bonne raison. Alors, d'abord, ça a été évidemment un vote symbolique. On en a beaucoup parlé dans les médias en Europe. Mais n'oublions pas que les 5 voix dissidentes du Parti républicain, c'est toujours les mêmes. J'ai entendu ici ou là, le Parti républicain se soulève contre Trump. Non, c'est toujours les 4-5 mêmes qui décident de mettre des bâtons dans les roues au président. Donc, il n'y a pas eu une révolution déjà au côté républicain. Deuxièmement, c'est absolument pas contraignant puisque même si le Sénat suivait, je pense pas, mais même si le Sénat suivait, Trump peut s'y opposer, mettre son veto. Non, par contre, effectivement, pour Trump, c'est extraordinaire. C'est, regardez,
une fois encore, moi je ne suis pas l'establishment. Moi je me bats pour les États-Unis. Et voyez ce que le Congrès, ce que les traites nous font, etc. Donc oui, évidemment, cela peut l'aider dans son discours et surtout, cela pourrait l'aider en novembre, après la défaite attendue, s'il décidait de s'opposer au résultat ou de tenter un nouveau coup contre la démocratie américaine. Alors, il pourrait déjà remonter à ce moment-là en disant, voyez, il y a déjà quelques mois, ils étaient prêts à trahir le pays. Alors revenons sur le volet vraiment militaire, parce que Donald Trump tout à l'heure nous a donné des chiffres, 21%, c'est ce qui resterait en capacité de missiles à l'Iran aujourd'hui dans sa guerre. Ça va en général à l'encontre totale des analyses indépendantes, si je puis dire, notamment de New York Times et d'autres presses de la presse américaine occidentale qui évalue parfois jusqu'à 70-90% la capacité de régénération de Téhéran dans ses missiles. Comment vous analysez ces chiffres donnés par le président américain? Est-ce qu'il se met le doigt dans l'œil? Alors écoutez, on a vu beaucoup de renseignements et d'informations circuler là-dessus qui ne sont pas très concordants, de le dire. Mais je vais prendre Donald Trump au mot, si je puis dire, 20% de 2000, puisque c'était le chiffre qui était donné initialement. Ça fait quand même 400 missiles. Au rythme où les Iraniens les tirent, ils peuvent maintenir la dragée haute au président américain pendant quelques mois. Vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure avantage à l'Iran, parce que l'Iran cherche pas à détruire quelque chose, l'Iran cherche à nuire et à avoir une capacité d'incidence politique. Pour les pays du Golfe, on l'a dit, aussi pour les États-Unis, vous voyez. Et donc, la quantité de missiles, je dirais, qu'il y en ait 400, qu'il y en ait 600, ou 800, ou 200, ça change pas radicalement la problématique pour Donald Trump. C'est ça, Magali Barthès, parce qu'effectivement, il en resterait peut-être 20% si on prend au mot le président américain, mais est-ce que ces 20% suffisent, comme le dit le général, à finalement rester comme ça, avoir ce pouvoir de nuisance sur Hormuz, sur les pays du Golfe, pour faire pression? Et bien sûr, et quand Donald Trump lui-même parle de ces 21%, c'est quand même un demi-aveu d'échec, parce qu'il faut se rappeler de Donald Trump dans les semaines précédant les bombardements du 28 février. Il annonçait, et notamment lui et son ministre de la Défense annonçaient que l'armée iranienne était à genoux, que toute la menace balistique avait complètement disparu. Et là, on le voit des semaines après, obligé finalement de rétropédaler, parce que il est bien obligé d'expliquer à cet électorat américain et aux pays du Golfe aussi d'expliquer pourquoi les Iraniens continuent à lancer des drones et des missiles. Donc on voit du côté de Donald Trump une volonté à chaque fois d'essayer de minimiser. C'est comme quand il explique que finalement un cessez-le-feu au Moyen-Orient, c'est pas pareil que dans les autres régions du monde, qu'au Moyen-Orient, c'est ce qu'il a dit cette semaine. Tout mais on continue à se taper dessus, mais un petit peu moins fort que d'habitude. Tout ça, ce sont quand même des sorties assez saugrenues, mais qui, en fait, pour Donald Trump, lui permettent d'expliquer pourquoi il y a cette drôle de guerre qui se poursuit, et tout en expliquant que quand même il a anéanti une partie de la menace. Il est en permanence en train d'essayer d'imposer finalement son discours, son narratif, son explication des semaines de bombardement et de cette période un peu bizarre que l'on est en train de vivre, pour expliquer qu'il fait les choses correctement. Mais on voit bien, plus de 60% des Américains pensent que l'entrée en guerre en Iran était une mauvaise décision. Donc il est en permanence en train de se justifier. Général, oui, c'est pas très cohérent, excusez-moi de revenir là-dessus, mais ce que disait Donald Trump tout à l'heure, si vous voulez bien écouter, c'est nous savons exactement combien il leur reste de missiles à un près, a-t-il dit, et nous savons où ils se trouvent. Alors, si c'était le cas, je pense qu'il aurait fait bombarder les entrées et les sorties des rampes de missiles et que le problème de lancement de missiles pour l'Iran serait réglé. C'est du bluff. C'est évidemment, oui, c'est un mensonge. J'ai peur que ce soit un mensonge. J'ajouterai encore un point, c'est que si demain les États-Unis reprenaient les frappes et les mettaient 2000 frappes aux 13 000 déjà faites, quel serait le résultat? Est-ce que ça changerait le régime? Est-ce que ça permettrait de récupérer l'uranium? Est-ce que ça libérerait Hormuz? Non. 3 fois non. Donc, vous avez là la réponse à la question pourquoi les Américains ne vont pas plus loin dans les bombardements. Parce que si je vous entends bien, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir gagner cette guerre en l'état, en tout cas avec ces moyens. Il y a une petite phrase qui nous a également interpellés de Donald Trump il y a quelques heures.
c'est une déclaration qui concerne le détroit d'Ormuz. Et peut-être que c'est en lien avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Vincent Crouzet, sur le nombre de bateaux qui passaient. Le président américain qui justifie son escorte militaire. Vous savez, il avait annoncé une escorte militaire pour pouvoir laisser passer les bateaux sous sa protection, entre guillemets, pour éviter qu'ils essuient les tirs des Iraniens. Et selon le président américain, eh bien ça marche, à tel point que c'est ce qui explique pourquoi le baril de pétrole ne monte pas à des sphères inégalées. Écoutons le président américain, on en parle juste après. Combien de pétrole avez-vous récupéré via le détroit avec l'aide des escortes navales ? Beaucoup, je ne veux pas dire combien, beaucoup de pétrole arrive dans le monde dont les gens n'ont même pas connaissance. Et c'est pourquoi il est à $97 le baril au lieu de $300 le baril. Alors pour faire le point, on va prendre la direction tout près de ce détroit d'Ormuz. On va retrouver notre envoyé spécial, Jordan Olivier, qui est à Doha, au Qatar. Bonsoir Jordan. Si on s'en tient aux mots du président américain, plusieurs bateaux passeraient et laisseraient passer donc du pétrole. Qu'en est-il exactement ? Est-ce que des bateaux passent véritablement le détroit en ce moment ? Oui, Quentin. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une poignée de bateaux parvient effectivement à passer le détroit d'Ormuz, mais le plus souvent, c'est avec une autorisation spéciale de la part des gardiens de la Révolution. Selon les chiffres, justement, des gardiens de la Révolution, entre 10 et 30 bateaux franchissent ce détroit d'Ormuz par jour. On est donc bien loin du chiffre de 130 à 150 navires. Ça, c'était les chiffres d'avant-guerre. Et puis, vous en doutez, bien évidemment, ces autorisations spéciales délivrées par Téhéran, elles ne sont pas données aux tankers occidentaux, encore moins aux tankers américains. Elles sont plutôt distribuées notamment aux navires chinois. Alors, c'est vrai, il y a des navires qui tentent de franchir ce détroit d'Ormuz sans avoir l'autorisation. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Ils éteignent leur transpondeur pour pas être repérés. Et puis, ils longent également les côtes omanaises, bien loin des côtes iraniennes. Mais c'est exactement ce comportement qui peut créer des tensions dans le détroit d'Ormuz, car quand ils sont repérés, eh bien, ils sont pris en chasse par les gardiens de la Révolution avec cette fameuse flotte moustique, avec des drones également, et c'est souvent aussi à ce moment-là que les États-Unis interviennent. Donc, vous le voyez, il y a bien évidemment des navires qui passent par ce détroit d'Ormuz et parfois sans l'autorisation des gardiens de la Révolution, mais on ne peut pas dire que le trafic est totalement fluide dans ce détroit d'Ormuz. Merci beaucoup, Jordan Olivier, envoyé spécial à Doha au Qatar, pour ce point précis. Vincent Crouzet, selon vous, lorsque vous regardez un petit peu, là, vous analysez la situation, est-ce que ces bateaux qui passent, ils passent avec la bénédiction des Iraniens ou avec la bénédiction des Américains ? Non, mais aucun des deux camps n'est capable d'entraver de toute manière à 100% la circulation. D'abord, côté américain, c'est compliqué parce que la plupart des navires qui passent sous contrôle iranien font du cabotage, en fait, suivent les côtes iraniennes, donc c'est extrêmement impossible de les contraindre. Par le nord, du coup ? Donc par le nord, en direction du Pakistan. Donc aucune opération d'arraisonnement n'est possible en raison justement des missiles et des drones qui sont déployés sur la côte iranienne. Ça se pose un véritable problème. Les missions également d'entrave par des F-18 ou n'importe quel appareil décollant du Lincoln, c'est un peu plus compliqué dès qu'on s'approche des côtes iraniennes. Donc il y a déjà tout ce trafic qui n'est pas entravé, avec en plus les transpondeurs éteints, donc le système AIS qui est éteint. Donc c'est extrêmement compliqué, même si les satellites parviennent effectivement à saisir le volume de navigation, ensuite pour intervenir, c'est difficile. Donc ce qui expliquerait donc ce chiffre de 1000 communiqué par Bloomberg hier, de 1000 navires ayant franchi le détroit depuis le cessez-le-feu. Maintenant, en ce qui concerne le prix du baril, le milieu du pétrole, le secteur s'organise très vite. Déjà, il y a les 2/3 de la production saoudienne qui passe par le pipe est-ouest et qui arrive à Yanbu en mer Rouge. Il n'y a pas d'opération des Houthis sur le détroit de Bab el-Mandeb, donc empêchant la circulation de ce côté-là. Il y a également ce qui sort côté avec le pipe des Émirats arabes unis, plus toutes les routes alternatives stratégiques qui permettent d'évacuer du pétrole vers le Pakistan, notamment côté iranien. Donc petit à petit, le secteur pétrolier, qui est très malin, s'organise très vite. Voilà.
Restez avec nous sur LCI pour la suite du grand dossier. On évoquera notamment la question de Mojtaba Rahmani, puisque Donald Trump veut le rencontrer. C'est officiel, le président américain qui l'a annoncé. Et puis on s'intéressera aussi, parce que c'est dans la situation, et notamment la question des Européens, puisque Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre américain, est actuellement sur le sol français, précisément en Normandie. Il s'est exprimé et il demande, vous le voyez, aux Européens de davantage s'armer. On en parle juste après dans le grand dossier. Restez avec nous. Les suites du grand dossier, merci d'être avec nous. On continue de parler de la situation au Moyen-Orient et puis tiens, on prendra la direction de Colville parce que le secrétaire à la guerre américain, Pete Hegseth, s'est exprimé notamment sur l'armement des Européens. Mais d'abord, le rappel des titres cet après-midi avec Bernadette Chirac qui est décédée à l'âge de 93 ans. On l'a appris ce matin. L'ancienne première dame qui s'est éteinte dans la soirée, paisiblement entourée des siens, a annoncé sa fille Claude Chirac. Veuve de l'ancien président Jacques Chirac, beaucoup saluent une femme politique indépendante, engagée dans le soutien des malades. Emmanuel Macron a salué, je cite, une grande dame de cœur qui a marqué notre histoire. En hommage, le président et son épouse invitent ceux qui le souhaitent à se rendre à la maison Élysée, située en face du palais, où un registre de condoléances sera mis à disposition. On en vient à l'émotion immense également en France après que l'autopsie ait confirmé que le corps retrouvé hier dans un silo agricole était bien celui de la jeune Liana. Une marche blanche sera organisée demain à Florence en présence de ses parents. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a présenté ses excuses hier au nom du ministère. Il annonce également l'ouverture d'enquêtes et évoque d'éventuelles sanctions. Et puis, les commémorations officielles du débarquement en Normandie à l'occasion de ce 82e anniversaire. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, s'est rendu, vous le voyez, à Ouistreham pour la traditionnelle cérémonie, accompagné de la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre américain, a notamment été convié. Il a annulé sa venue à la cérémonie internationale. Officiellement, il s'agit d'une problématique d'agenda. Et justement, Pete Hegseth, on en vient à lui, au secrétaire à la guerre, puisqu'il s'est exprimé. Il était à Colville, en Normandie, pour célébrer, en tout cas, sa célébration de ce débarquement en Normandie. Et écoutez le secrétaire à la défense américain qui s'en prend aux Européens qui ne sont pas suffisamment armés ces derniers mois, qui ne se sont pas suffisamment armés. Écoutez Pete Hegseth. Prenons donc ici la résolution que la formidable alliance forgée dans le creuset de la Seconde Guerre mondiale restera prête, se reconstruira et renouvellera son engagement. Et ce faisant, nous rendrons véritablement hommage aux hommes du D-Day. Propos très virulents. Qui veut réagir? Vincent Crouzet, pour commencer. Bon, ça a déjà mal commencé hier avec son arrivée extrêmement désinvolte, décontractée, quand il a été accueilli par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Je dirais c'est pas du niveau protocolaire d'un ministre de la Défense américain ou des armées américains d'arriver ainsi comme un touriste. Je dois dire que la garde républicaine lui a rendu les honneurs sabre au clair, alors qu'il était quasiment en bras de chemise, sans veste, avec ses 6 enfants et son épouse qui étaient vraiment en mode décontracté. On avait l'impression d'une famille de touristes américains allant sur les traces d'Emily in Paris. C'était tout à fait, c'était extrêmement. Ça vous a choqué? Ah oui, ça m'a choqué. Ça m'a choqué d'abord pour l'effort protocolaire qui avait été fait par la France, réalisé par la France. Ensuite, il était reçu par son homologue ministre des Armées, Madame Vautrin. Et c'est la première fois que je voyais un ministre invité à une commémoration officielle se comporter de cette manière, dans cet accoutrement. Maintenant, voilà, ça continue. On a l'impression qu'il dicte ses conditions. C'est un moment solennel, ce 82e anniversaire. Comment peut-on ainsi, obliger ses alliés, ou du moins obliger la France à suivre finalement des commandements américains. Je veux dire, nous ne sommes plus. Effectivement, les Américains ont perdu près de 35 000 hommes, je crois, à l'occasion de la bataille de Normandie, mais les Britanniques en ont perdu aussi. Nous en avons perdu aussi. Je veux dire, c'est un effort collectif. On doit se comporter en alliés et de manière solidaire. Et là, on a l'impression absolument pas de solidarité. Il n'est pas venu à la cérémonie donc internationale. On a vraiment l'impression, des États-Unis qui ont perdu leur valeur, et c'est extrêmement dommageable, je pense. Romuald Suran a le sentiment de revivre un petit peu les mots, en tout cas dans le ton de Didier Vance, la conférence de Munich où il avait été très virulent envers les Européens. C'était sur le sol européen.
Là, c'est de nouveau le cas. Cette fois-ci, c'est Pete Hegseth, mais on a l'impression que on est en train de revivre un petit peu le même moment quand même. Oui, bien évidemment. Le secrétaire à la Défense, alors je dis secrétaire à la Défense car il est antidémocratique de dire secrétaire à la guerre puisque le Congrès des États-Unis n'a pas encore validé ce changement d'appellation. C'est lui qui veut se faire appeler comme ça. Voilà. Et c'est le président qui l'a décidé, mais pour l'instant ce n'est pas officiel. Donc en l'appelant secrétaire à la guerre, on valide ces contournements de la démocratie aux États-Unis. Donc en tant qu'Américain, je m'y oppose. Écoutez, deux choses. Évidemment, c'est la politique trumpienne, la politique de cette administration, une fois encore, ramener le monde à l'ère du bilatéralisme, mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral post-1945, la loi du plus fort prime, et donc on fait comprendre aux alliés ce qu'ils devraient faire, quelles sont les exigences de l'Empire, et cela avec grossièreté. Donc on est dans la continuation et la logique de cette politique. Et puis il y a aussi autre chose, il y a des rumeurs comme quoi ce monsieur pourrait penser à une carrière politique à partir de 2028. Alors, penserait-il à la présidence ? Je n'en sais rien, à la vice-présidence, je ne sais pas. En tout cas, on a quand même l'impression que lui aussi se positionne un petit peu sur les starting blocks pour 2028, peut-être plutôt contre J.D. Vance et Marco Rubio, ou alors tout simplement parce qu'il aimerait briller le poste de VP. Et ce que Vincent regrette pour hier, effectivement, j'ai regretté cette vision quand même du secrétaire à la Défense américain qui arrive débraillé comme une famille de touristes américains visitant Disneyland Paris. Mais je pense qu'il s'agissait de communication pour justement l'électorat populaire américain. Regardez, comme nous sommes américains, comme nous sommes décontractés, nous sommes comme vous, et regardez aussi le peu de respect que nous avons pour nos alliés. Je ne pense pas que cela ait été gratuit, ce qui est encore pire. C'était du mépris, donc. Oui, je pense. Et je trouve que c'était un contraste quand même assez frappant avec l'humiliation de Zelensky à la Maison-Blanche parce qu'il n'était pas en costume. Vous vous souvenez de Effectivement, on se souvient que Donald Trump... c'est quand même un peu fort. On voit les images d'ailleurs, regardez l'arrivée de Pete Hegseth hier, c'est ce que vous disiez, casquette sur la tête, alors qu'il est reçu à ce moment-là par la ministre des Armées Catherine Vautrin. Cette image, elle vous a choqué également, général ? Oui, bien sûr. Et moi, je voudrais dire au-delà, les reproches permanents des Américains sur la faiblesse militaire des Européens, notez bien que c'est un encouragement à dépenser plus dans un contexte où ils savent très bien que l'industrie de défense européenne n'est pas capable d'absorber les commandes qu'il faudrait. Donc, suivez mon regard, ça va profiter aux États-Unis. Ils n'ont jamais encouragé les Européens à créer une capacité collective de défense en Europe. Or, on sait bien tous que c'est ce qu'il faudrait faire pour être efficace au niveau géostratégique. C'est vrai, Magali Barthès, que dans le fond, le secrétaire de la Défense américain n'a pas forcément tort lorsqu'il demande aux Européens de se réarmer. Et d'ailleurs, l'alerte avait été lancée par Donald Trump il y a maintenant plusieurs mois, voire même avant qu'il soit de retour à la Maison-Blanche. Mais là, c'est la forme qui choque, en fait, Magali Barthès, parce qu'il conditionne presque, si on entend Pete Hegseth, il conditionne presque d'ailleurs les célébrations du D-Day à ce réarmement éventuel avec les Européens. Oui, et puis en fait, de manière sous-jacente, il y a cette idée, est-ce que les Américains voleront au secours des Européens à l'avenir, comme ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, si les Européens ne remplissent pas leurs objectifs, justement, d'investissement dans leur défense. Un peu tout ça, en fait, que l'on sent transparaître dans ces propos. Alors c'est peut-être juste de la menace, mais rien que de faire planer ce doute, évidemment, c'est extrêmement dérangeant. Puis, alors, ça annonce un sommet de l'OTAN le mois prochain, ça se passe en Turquie, qui risque d'être sérieusement agité, parce que on a quand même un Donald Trump qui a annoncé une forme de désengagement de la présence américaine sur le continent européen, enfin qui a annoncé le rapatriement d'un certain nombre de ses soldats de pays, notamment qu'il accusait d'avoir insuffisamment soutenu les États-Unis en Iran, et vous voyez ces leçons permanentes de l'administration Trump justement sur les investissements de défense. Ils vont faire les comptes et donc vont faire en effet monter les enchères. On sait que Donald
Donald Trump aime plus que tout, de toute manière, faire la leçon aux Européens sur ce sujet. Mais dans le fond, en fait, comme vous le disiez, ça oblige normalement à un réveil des Européens pour être capables justement de produire davantage, d'investir davantage. On a cette menace russe aux portes de l'Europe. Il faut aussi cet électrochoc. Mais c'est vrai que la méthode chagrine toujours en permanence. Mais c'est pas l'heure. C'est pas l'heure d'imposer quoi que ce soit aux Européens. C'est l'heure de se recueillir, de faire cet effort mémoriel. Ouais. C'est le moment, en fait, qui vous... c'est pas le moment. Le moment, ce sera effectivement la réunion de l'OTAN, le sommet du G7. Oui, ce seront des moments où effectivement les alliés pourront se parler de manière franche. Moi, ce que je regrette, c'est que j'ai toujours l'impression que, Exet, il se croit à un meeting MAGA, alors qu'il est dans le Calvados, en Normandie. Vous vous rendez compte, il y a une commune du Calvados qui lui a quasiment interdit de se rendre sur le territoire de la commune, ou du moins qui était en opposition avec sa venue dans la commune. Je pense qu'en 82 ans, ça ne s'est jamais produit, ce genre d'événement et de réaction de la part de citoyens français vis-à-vis des Américains qui nous ont libérés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette phrase qui fait beaucoup réagir, vous le voyez, évidemment Yves Calvi reviendra notamment dans son édition à 18h. On va reprendre le chemin du Moyen-Orient parce que évidemment il se passe énormément de choses dans cette guerre qui dure. Le cessez-le-feu, on l'a dit, est encore en cours, mais on a vu des escarmouches, on a vu des tirs de missiles ces dernières heures entre les Américains et les Iraniens, et on a vu également cette phrase cette semaine qui a aussi fait beaucoup réagir, celle de Donald Trump qui parle de Mojtaba Ramenei, le guide suprême iranien. Oui, selon Donald Trump, il veut rencontrer Mojtaba Ramenei. Alors forcément, ça fait beaucoup parler. Écoutons le président américain, on en parle juste après. Que pensez-vous du nouveau dirigeant suprême? Voulez-vous le rencontrer? Je n'ai pas envie de le rencontrer, mais je serai honoré. Et oui, on pourrait conclure un accord ensemble. On ne m'a pas beaucoup parlé de lui. Je n'ai pas suggéré de rencontre. Certaines personnes l'ont suggéré. Et si ça se produit, je serai respectueux. Alors on pourrait en rire, mais finalement c'est la première fois dans ce conflit qu'il le met au centre du jeu, au centre de presque des négociations, le guide suprême iranien. On avait beaucoup de questions autour de son état de santé. Mojtaba Ramenei, on ne l'a toujours pas vu d'ailleurs. Effectivement, le président américain en parle, mais toujours pas de communication officielle, d'images, de photos. Magali Barthès, est-ce que selon vous, ça veut dire que les Américains discutent directement, au moins avec Mojtaba Ramenei et ses équipes ? Écoutez, d'abord, moi je pense au peuple iranien qui écoute Donald Trump, c'est-à-dire que quand on sait l'ampleur de la répression qui a eu lieu au début de l'année, et que vous avez le président américain qui en janvier disait l'aide arrive et qui aujourd'hui dit qu'il serait honoré de rencontrer Ramenei, c'est vrai que ça fait réagir. Et très brutalement du côté de l'opposition, notamment de l'opposition iranienne. On sent en fait un Donald Trump qui cherche quand même, et c'est peut-être ce qui apparaît de manière sous-jacente de ses propos, c'est il cherche désespérément un interlocuteur en fait. Il cherche désespérément quelqu'un avec qui négocier. Et finalement, il a quand même le 28 février fait éliminer le père de Mojtaba Ramenei et une immense partie de sa famille. Cet homme se terre et les Américains disent eux-mêmes qu'il est très difficile de négocier avec lui tellement les messages mettent du temps à lui parvenir. Et aujourd'hui, il se dit prêt à se mettre à la même table. C'est quand même, en effet, certainement le signe d'une façon pour les États-Unis de chercher désespérément quelqu'un avec qui parler. Ils ne les trouvent pas. Du côté des gardiens de la Révolution, il y a quand même un ton qui est extrêmement ferme. On voit que les négociations sont très difficiles. Mais comment imaginer aujourd'hui un président américain face aux leaders de cette République islamique avec lesquels, on est en opposition frontale depuis 79. Et général Jean-Paul Perruche, il ne faut pas oublier que Donald Trump n'a cessé de nous dire que le régime avait changé. Alors on se posait la question de comment, évidemment. Visiblement, s'il était amené à rencontrer Ramenei, ce serait un camouflet énorme d'un éventuel changement de régime, puisque on rappelle que Mojtaba Ramenei est le fils d'Ali Ramenei, le guide suprême, l'ancien guide suprême. Le sens politique, ça serait effectivement pas loin de Canossa, si vous voulez. C'est-à-dire que il s'en est pris à tous les dirigeants du régime
comme il le décrivait lui-même, le premier niveau a été été, le deuxième également. Maintenant, on ne sait plus très bien qui gouverne là-bas. Il y a encore quelques personnes. Ça sera sans doute plus facile de négocier avec eux qu'avec ceux qui sont partis. Mais enfin, comme vous le dites, comme vous le rappeliez, ce dirigeant, il s'appelle quand même Khamenei aujourd'hui. Et il faisait partie des cibles. C'est un survivant des attaques. Donc, aller maintenant le désigner comme, ou en tout cas insinuer qu'il pourrait être un négociateur de son rang à lui, c'est une reconnaissance complète d'un régime qui voulait détruire. Je ne sais pas si Benjamin Netanyahou n'a pas pris une quinte de tout là quand il a entendu ça. C'est vrai que les Israéliens ont toujours affiché leur volonté d'un changement de régime, et on notait d'ailleurs sur ce plateau et sur toutes les antennes de LCI les divergences entre les calendriers, les agendas entre les Américains et les Israéliens. Avec une éventuelle rencontre, Vincent Crouzet, les agendas s'éloigneraient encore un peu plus. Complètement, le général Perruche a raison, j'imagine les Israéliens... Est-ce qu'ils seraient honorés de rencontrer l'homme qui souhaite la destruction de leur pays, qui a fait assassiner quand même entre 30 000 et 50 000 personnes en janvier, et donc le président des États-Unis serait respectueux vis-à-vis de cet homme. La question qu'il faut se poser aussi, est-ce que Khamenei serait honoré de rencontrer Monsieur Trump, lui qui, Magali le rappelait, a fait disparaître une grande partie de sa famille le 28 février, y compris son épouse Zara d'ailleurs. La semaine dernière, Trump, sur le ton de la plaisanterie, a dit qu'il lui manque quelques morceaux, donc au guide suprême. Voilà, il serait donc honoré de rencontrer son adversaire auquel il manquerait quelques morceaux. Je veux dire, le président des États-Unis en fait dit n'importe quoi maintenant. Je suis plus certain qu'il contrôle tout à fait ses propos. Je suis pas d'accord avec Vincent, pour une fois. Je pense pas qu'il dise n'importe quoi. Je pense qu'on assiste à une stratégie dans la rhétorique. C'est-à-dire, même s'il dit bien souvent n'importe quoi. Cela fait quelques semaines déjà que pour la première fois, un président américain depuis 79 parle de la République islamique d'Iran. Rappelons-nous, il y a 3 semaines ou 4 semaines, c'était avant que je quitte Paris, il a parlé pour la première fois de la République islamique d'Iran. Ça a été un grand pas dans la reconnaissance du régime ONI. Donc je pense que on assiste, alors peut-être pas une stratégie vraiment qui a été élaborée autour d'une table, mais en tout cas, je pense que nous sommes dans l'opération on flatte les Iraniens. On a besoin de notre bout de papier, on a besoin de notre agrément. Eh bien, puisqu'ils prétendent que cet homme est toujours en vie, cet ectoplasme, ce fantôme, eh bien, disons du bien de lui et disons que nous serons honorés de le rencontrer. Ça mange pas de pain et ça ne choque pas les Américains. Rappelons-nous la rencontre de Trump avec Kim Jong-un. À l'époque, j'avais pensé que les Américains pourraient être assez surpris de cela. On parle même. Enfin, il y a malheureusement, il y a dans une échelle dans la tyrannie, dans la tyrannie nord-coréenne est encore pire que la dictature iranienne. Et cela avait été très apprécié. Donc si demain Trump devait rencontrer l'ayatollah, mais je ne pense pas que l'ayatollah voudra rencontrer Trump, mais en imaginant que cela ait lieu, l'électorat trumpien suivrait le président sur ce coup. Mais tout ça fait pour moi partie d'une stratégie de la rhétorique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette situation au Moyen-Orient. Je rappelle que Mojtaba Khamenei, vous l'avez dit, n'a toujours pas donné suite à cette éventuelle rencontre, à cette éventuelle demande du président américain. Le deuxième dossier qu'on voulait évoquer ce soir avec vous, c'est la situation en Russie, en Ukraine et cette guerre qui continue, je le rappelle, plus de 4 ans de guerre maintenant, mais il se passe des choses et les choses semblent bouger également du côté des positions de force entre les uns et les autres parce que on sent peut-être également que Vladimir Poutine a perdu la main, ou en tous les cas perdu sa position peut-être dominante ces derniers mois. En témoignent ces nouvelles frappes cette semaine sur la ville de Saint-Pétersbourg, des frappes ukrainiennes. Et cette nuit encore, les Ukrainiens qui auraient frappé de nouveau la ville de Saint-Pétersbourg, la ville native d'ailleurs du président russe. Tout ça dans un contexte où on se pose énormément de questions sur la suite de cette guerre, parce que le front est gelé depuis plusieurs années maintenant, général Jean-Paul Perruche. Il y a ces frappes maintenant qui frappent, entre guillemets, pardon pour l'expression, davantage le sol, le territoire russe. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que la Russie est en train de perdre la main dans cette guerre ? Je dirais qu'on assiste plutôt à un rééquilibrage du rapport de force. En partie de la faute des alliés qui soutenaient l'Ukraine jusqu'à maintenant. On a toujours maintenu les Ukrainiens en dessous du niveau de l'étiage
pour résister correctement aux Russes, à travers ce qu'on fournissait, le type d'armement qu'on leur fournissait et la quantité d'armement qu'on leur fournissait. Ce qui s'est passé, c'est que, avec la détermination et l'agilité intellectuelle qui les caractérisent, les Ukrainiens ont maintenant développé leur propre industrie de défense de niveau mondial, on peut dire ça, y compris dans le domaine des missiles. Donc ce à quoi on assiste, c'est que de plus en plus, les Ukrainiens sont capables de rendre la monnaie de la pièce aux Russes en termes de destruction d'infrastructures, les usines de raffinerie, les terrains d'aviation, les appareils quand ils se trouvent dessus, toute une série d'infrastructures critiques et logistiques qui étaient susceptibles d'alimenter le front. Donc on voit en même temps une capacité donc d'affaiblir la logistique russe, de rééquilibrer le rapport de force en disant vous me frappez, je vous frappe. Et sur le front, la conséquence, c'est que non seulement les Russes ne peuvent plus avancer actuellement, pratiquement, mais qu'ils reculent dans certaines parties du territoire. Et vous avez évoqué les capacités militaires ukrainiennes, vous avez parlé des missiles, il y a évidemment les drones, drones qui sont devenus presque l'excellence ukrainienne. Et on va prendre la direction de Kiev, où on retrouve notre envoyée spéciale Gwendoline Debono. Bonsoir Gwendoline, parce que vous avez pu visiter une fabrique de drones ukrainienne hier. Est-ce que ce sont ces drones qui vont permettre peut-être à l'Ukraine de gagner cette guerre? Alors, d'abord, cette fabrique de drones, effectivement, elle est assez particulière, puisque c'est l'entreprise qui produit ces drones longue portée. Donc, ces drones que l'on a vus ces derniers jours et encore aujourd'hui frapper des villes comme Saint-Pétersbourg à 1000 kilomètres derrière la ligne de front. Et cette entreprise, eh bien, elle fabrique 200 drones environ par jour. Et tous ces drones, ils sont utilisés. Donc, si vous voulez, en eux-mêmes, ces drones-là, ils ne permettent pas de gagner une guerre, mais ils permettent à l'Ukraine, disons, d'exploiter une fenêtre d'opportunité, effectivement, d'assumer ce rapport de force, comme nous disait un officier, de porter la guerre sur le territoire de l'ennemi, ça c'est important, mais également de s'en prendre à son économie, même si ça met du temps à avoir des effets, ça c'est le cas quand on voit des frappes sur les raffineries, et puis aussi de faire douter les élites russes, et ça on l'a beaucoup entendu ici ces derniers jours. Par ailleurs, il faut avoir confiance que les Ukrainiens, ils exploitent des difficultés russes sur le front. Faut pas oublier que les forces russes sont aujourd'hui coupées de Starlink, puisque les Américains ne permettent plus aux Russes d'utiliser Starlink. Et ça, c'est un changement important pour les Ukrainiens sur le front. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont aussi pris la décision, avec ce type de drone, de faire des frappes à moyenne portée qui sont extrêmement efficaces. Ça veut dire qu'ils coupent la logistique des forces russes. Et grâce à ces drones et à ces difficultés russes, eh bien, c'est ça que les Ukrainiens essayent d'exploiter. Et ce que nous disait un officier hier, c'est qu'ils estiment avoir une fenêtre d'opportunité d'environ 6 mois avant que les forces russes ne s'adaptent. Gwendoline Debono, merci beaucoup, envoyé spécial à Kiev. Merci également à Vincent Wartner qui vous accompagne. Magali Barthès, est-ce que c'est grâce à ces drones que la guerre peut prendre un tournant à l'avantage des Ukrainiens? Oui, on sent bien que, comme le disait Gwendoline, en fait, les Ukrainiens sont en train d'exploiter cet avantage qu'ils ont là pendant quelques mois sur les drones. Alors, les drones de longue portée, on a vu ces images qui sont absolument désastreuses pour Vladimir Poutine, de Saint-Pétersbourg en feu, et on les voit là, avec une raffinerie notamment qui a été attaquée au moment de l'ouverture du grand sommet de la grande conférence internationale de Saint-Pétersbourg. Et on est à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Oui, qui est censé, en fait, qui est un peu notre sommet Choose France. C'est le rendez-vous des investisseurs, normalement, pour investir en Russie, et vous avez ce jour-là ces frappes sur une raffinerie avec cette immense colonne de fumée. Vous avez ces 20 000 délégués qui arrivent avec ces images en toile de fond. Les Ukrainiens ont recommencé cette nuit parce qu'aujourd'hui, c'est justement la fin de cette conférence de Saint-Pétersbourg. Donc, ils ont réitéré. Ça veut vraiment dire que les défenses aériennes russes n'arrivent pas à contenir cette menace. Alors, vous avez cette menace de longue portée et puis ces drones de moyenne portée qui, là, perturbent en effet la logistique russe et qui empêchent les Russes qui sont en première ligne d'être approvisionnés, notamment en carburant. On voit que ces drones arrivent à viser les camions-citernes qui s'approchent du front. Tout ça pose un véritable problème à cette armée russe. Donc vous avez un Vladimir Poutine qui aujourd'hui n'arrive plus à faire avancer ses troupes sur le front.
c'est même l'inverse, puisque l'Ukraine est en train de récupérer un petit peu de territoire. Une économie russe qui souffre, moins 0,2% de croissance négative au premier semestre. Donc vraiment un Vladimir Poutine qui est affaibli, et donc Volodymyr Zelensky en profite aujourd'hui pour, et on va certainement en parler, donc publier cette lettre ouverte lui proposant des négociations. Et c'est exactement de quoi on va parler juste après la pause dans le grand dossier. Restez avec nous sur LCI. La suite de votre grand dossier, merci d'être avec nous sur LCI. On parlait de la situation en Russie avec un Vladimir Poutine plus acculé que jamais. Et le président ukrainien, de son côté, Volodymyr Zelensky, qui a envoyé une lettre au président russe et qui lui donne rendez-vous, si je puis dire, pour une rencontre en tête-à-tête entre les deux hommes. Vladimir Poutine a répondu, il juge cette lettre irrespectueuse. Il refuse donc de rencontrer pour le moment le président ukrainien. Écoutez la réaction de Vladimir Poutine. Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre. La seule chose qui ait du sens, c'est que la partie ukrainienne arrête l'avancée de nos forces armées. C'est tout. Et nous avons besoin d'accords. Quant aux hostilités, nous partons du principe que les hostilités prendront fin un jour. Et sans aucun doute, elles cesseront lorsque nous aurons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. On a connu un Vladimir Poutine qui était prêt à mettre fin aux hostilités officiellement. C'est peut-être l'une des preuves les plus formelles que la Russie n'est plus en position de force aujourd'hui. Parce que visiblement, Vladimir Poutine, de ce qu'on entend lorsqu'on écoute le président russe, ne veut pas arrêter cette guerre pour le moment. C'est à la suite du sommet d'Anchorage l'année dernière, effectivement, qu'on avait parlé d'une éventuelle négociation bipartite ou tripartite entre Ukrainiens, Russes et éventuellement Américains. En fait, Zelensky, il était très malin parce qu'il savait qu'on lui opposerait une fin de non-recevoir de toute manière. Donc c'était un coup à blanc. Ça lui permettait finalement, vis-à-vis notamment de Trump et des États-Unis, de faire preuve de bonne volonté dans cette affaire. Bon, après, il y a eu une provocation russe avec Peskov qui lui a proposé de venir à Moscou, ce qui est évidemment inconcevable en termes de sécurité. Donc finalement, c'est un assez bon coup de Zelensky, mais on savait très bien de toute manière qu'on en allait en rester, en matière, ça resterait un stand-by sur le plan diplomatique et que force serait laissée aux armes, aux missiles et aux drones plutôt, et rien ne change finalement depuis 1 an et demi. Général, qu'est-ce que ce refus de Vladimir Poutine dit aujourd'hui de sa position dans cette guerre ? Il traverse un mauvais moment, en ce sens que il a vanté les progrès constants que faisait son armée sur le front ukrainien dans cette opération militaire spéciale, sans effet direct sur son pays. Et aujourd'hui, il est dans une situation où il est bloqué sur le front et où les bombes et les drones commencent à arriver en Russie. Donc il y a certainement un malaise dans l'environnement de Vladimir Poutine. Après, on peut s'interroger sur quelle sera sa réaction. Manifestement, la réponse à la lettre du président Zelensky, c'est une fin de non-recevoir. Ce qui veut dire, mais pour lui, c'est existentiel. Lui, il s'assimile à une victoire et à une sortie par le haut de cette guerre aventureuse. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir ? Dans l'avenir, s'il n'arrive pas à avancer effectivement sur le front et que, comme l'indiquent certaines informations, là il recule même un petit peu, ça commence à se savoir dans la société russe. Donc il va y avoir des malaises. Là, il faut effectivement se méfier de la réaction d'un dictateur qui est sur le recul. Parce qu'il sait très bien qu'il risque de perdre son crédit et donc là il pourrait s'engager dans des frappes encore plus importantes, touchant des lieux plus sensibles en Ukraine. Pour ma part, je ne pense pas que ça irait jusqu'au nucléaire. Je ne pense pas. Parce que si on passe au nucléaire comme arme d'emploi, on rentre dans la logique clausewitzienne selon laquelle la guerre va aux extrêmes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président Xi Jinping a toujours fait pression, je crois, pour qu'il n'y ait pas cet emploi à un moment où, en 2022, souvenez-vous, sur le recul de l'armée russe, il y a eu une tentation de faire ça du côté de Vladimir Poutine. Mais pour le moment, effectivement, on n'a pas eu de signes occidentaux d'un quelconque emploi nucléaire de la part de Vladimir Poutine. Je suis très inquiet en général. Jusqu'où ces empires peuvent-ils perdre des guerres ?
L'Iran, Trump, on le sait, on l'a dit, cherche un bout de papier pour s'en sortir. C'était pas une guerre existentielle pour les États-Unis. Pour Poutine, comme l'a très bien dit le général, c'est existentiel. C'est un petit peu comme Netanyahou avec l'Iran. Donc jusqu'où ces grands empires, qui quand même dominent, se partagent le monde, peuvent-ils se permettre des échecs comme ceux que connaissent aujourd'hui les États-Unis en Iran et la Russie en Ukraine? Donc non, je suis beaucoup plus inquiet que le général. Le général a tout à fait raison dans son analyse. Poutine pourrait donc frapper beaucoup plus fort, mais ce président qui ne peut pas perdre cette guerre, il ne peut pas. S'il la perd, il perdra le pouvoir. En tout cas, il lit les choses ainsi, pourrait aller, selon moi, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, jusqu'à l'usage d'armes nucléaires tactiques. Oui, je le pense. Alors effectivement, cela serait un choc. Mais malheureusement, je reste convaincu, et c'est dramatique, mais que ni les États-Unis ni l'Europe, à part des protestations, ne bougeront. Je ne vois pas la France attaquer nucléairement la Russie, ni les États-Unis. Donc je ne dis pas que cela va arriver, je dis que c'est une possibilité et que je suis inquiet. Bien sûr, et pour le moment, encore une fois, aucun signe occidental, que ce soit les renseignements des uns et des autres, ne prédisent ou n'évoquent une quelconque Poutine menace a quand même envoyé un missile qui aurait pu porter, c'est vrai. C'est quand même un signe. Effectivement, c'est quand même un signe. On est dans la communication. Effectivement, oui, on est dans la communication. Vous avez raison de l'évoquer, Romuald Le Surat. Surtout, si jamais, j'ajoute juste ce point, parce que c'est intéressant, ce qui vient d'être dit, et si jamais, effectivement, il y avait du nucléaire tactique engagé en Ukraine, avec comme aboutissement la reddition de l'Ukraine, etc., on pourrait, et qu'il n'y ait pas de réaction ailleurs, ça veut dire que la Pologne, demain, elle y passe aussi. La Roumanie, la Bulgarie, pourquoi pas? Qui c'est qui va les arrêter? Personne? Non, je n'y crois pas. Je pense pour ma part que si on touche au nucléaire, en emploi, on rentre dans un engrenage dont on ne maîtrise pas. Vous pensez que la France et les États-Unis entreront en guerre nucléairement contre la Russie? Si les frappes nucléaires se rapprochent de la France, il faudra bien prendre une décision à un moment donné. Si elles se rapprochent de l'Union européenne, oui, bien sûr. Mais là, on parle de l'Ukraine. Non, puis on est quand même liés aux alliés par des traités qui s'appellent l'article 5. Pour la Pologne, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour l'Ukraine, j'ajouterai un point aussi concernant les Américains. Si vous regardez bien l'attitude des Américains, ils ont retiré 5000 hommes d'Allemagne, mais c'est pour en envoyer 5000 plus près des Russes en Pologne. Non, c'est parce qu'ils étaient fâchés avec le chancelier allemand. Oui, non. Le débat est passionnant et on reparlera peut-être de cette menace nucléaire un peu plus tard. Juste, effectivement, vous avez parlé de ce régime qui est fragilisé. Une image peut-être qui résume bien la situation. Elle a été prise il y a quelques jours maintenant. Vladimir Poutine qui était à Astana en visite, et regardez cette voiture blindée dans laquelle était le président russe. Vous allez voir les images tout à l'heure. Cette voiture qui est totalement blindée et qui peut équiper une mitraillette, Magali Barthès. Ça dit bien aussi la paranoïa, en tout cas l'inquiétude aujourd'hui de Vladimir Poutine autour de sa personne. Non, la paranoïa, je pense qu'on peut remployer le mot. En tous les cas, quand on regarde en effet ces images de cette visite à Astana, on n'avait jamais vu un cortège aussi important, avec en effet des véhicules blindés avec des tourelles pour les mitraillettes, des brouilleurs de drones. On voit qu'il y a une véritable inquiétude du côté de Vladimir Poutine pour sa propre sécurité, parce que justement, il sait qu'il n'a pas atteint ses objectifs en Ukraine, que l'économie russe est en train de souffrir. Et manifestement, en tous les cas, si l'on croit un rapport d'un service de renseignement européen qui avait été publié par CNN ces derniers jours, oui, il y a la peur même d'un putsch interne. Donc la menace, elle vient à la fois pour Poutine de l'extérieur, avec ces fameux drones ukrainiens. On a vu qu'il avait quand même largement recalibré son défilé du 9 mai, justement par peur qu'il soit frappé par des drones ukrainiens. Et en même temps, il y a cette peur aussi éventuellement d'un coup d'État de l'intérieur. Donc on voit cette sécurité largement renforcée autour de Poutine, qui ne se déplace plus en effet à l'étranger sans un très très impressionnant déploiement de force. Vincent Crouzet, est-ce que vous percevez aujourd'hui dans l'opinion russe des signes qui montreraient que Poutine pourrait être inquiété et que la menace pourrait venir de l'intérieur? Dans l'opinion russe, non. Mais en revanche, côté ukrainien, oui. C'est-à-dire qu'on a franchi le tabou de l'immunité, ou du moins de l'impunité entre chefs d'État.
Voilà, je pense qu'au côté ukrainien, on se dit que finalement, la mort de Poutine résolverait, ou du moins permettrait une issue à ce conflit. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui a été ciblé cette nuit à Saint-Pétersbourg, puisqu'on parle de 86 drones qui auraient été interceptés et des cibles néanmoins qui auraient été frappées. Mais je rappelle que Poutine, normalement, est toujours présent physiquement à Saint-Pétersbourg, puisqu'il devait rencontrer le vice-président chinois aujourd'hui pour une rencontre bilatérale. L'Ukraine pourrait aller jusqu'à cibler la personne de Vladimir Poutine. Oui, bien entendu. Oui, bien entendu. Ils ont prouvé à travers les frappes de Saint-Pétersbourg qu'ils étaient capables de frapper n'importe quand et n'importe où. Ce serait extrêmement difficile en fait pour le FSO, donc le service fédéral de protection de Poutine, de faire échec à une véritable tentative d'assassinat ciblé de la part de l'Ukraine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, c'est un scénario qui rentre en compte chez les Ukrainiens, qui n'existait pas il y a un an ou deux, et qui aujourd'hui est pleinement pris en compte par les services de renseignement ukrainiens. Bon, on suivra ça évidemment de très près sur LCI. On voulait revenir sur une histoire, et je ne voulais pas vous quitter sans vous évoquer cette situation. Ça nous ramène un petit peu à la guerre au Moyen-Orient, mais ça dit bien aussi aujourd'hui des enjeux géopolitiques et de tout ce qui se passe en coulisses, notamment parce que vous le savez, dans quelques jours, c'est le début de la Coupe du Monde. Il y a la question qui se pose autour de cette équipe d'Iran qui va participer à cette Coupe du Monde aux États-Unis. Et il y avait, jusqu'à il y a encore quelques heures, un suspense autour de la présence ou non de ces joueurs iraniens. Eh bien, le suspense a été levé il y a quelques heures. Et pour en parler, Célia Jusfredi vous avez rejoint. Bonsoir Célia, parce que les joueurs iraniens ont reçu leur visa, pour pouvoir participer officiellement à la Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, finalement, le sport a réussi à passer devant la politique. Les 26 joueurs iraniens et leur staff technique ont bien obtenu leur visa à seulement quelques jours du début de la Coupe du Monde. Et c'est tombé il y a quelques minutes, on vient de l'apprendre, l'équipe d'Iran, ça y est, s'est envolée pour le Mexique. C'est officiel. Pour autant, l'Iran a annoncé cet après-midi que les États-Unis ont refusé d'octroyer 15 visas pour donc 15 personnes de la délégation iranienne. Il s'agit là de membres de l'équipe administrative, mais aussi d'encadrement. Il faut dire que Marco Rubio avait été assez définitif sur le sujet. Seuls les professionnels du football rentreront sur le territoire. Et cette Coupe du Monde, les États-Unis n'ont pas interdit leur venue. Le problème avec l'Iran, ce ne serait pas leurs athlètes, mais plutôt certaines personnes qui souhaiteraient les accompagner, dont certains ont des liens avec les gardiens de la Révolution. Nous ne pourrons peut-être pas les laisser entrer. Donald Trump avait d'ailleurs recommandé aux joueurs de ne pas venir au mondial. Je cite, « L'équipe nationale d'Iran est la bienvenue à la Coupe du Monde, mais je ne pense vraiment pas que la présence des joueurs soit appropriée pour leur propre vie et leur sécurité avant de finalement se raviser et d'accepter leur présence sur le sol américain pour qu'ils puissent disputer leur match. » Et quand on regarde dans le détail, on se rend compte que cette Coupe du Monde, elle va être très complexe pour les joueurs iraniens. Oui, très complexe en termes de logistique, car si les 3 matchs de poule se disputeront bien sur le territoire américain, les joueurs iraniens, eux, vont dormir au Mexique, dans la ville de Tijuana. Initialement, les joueurs iraniens devaient s'entraîner au Texas, mais finalement, c'est le Mexique qui leur ouvre les portes. Les joueurs s'entraîneront donc à Tijuana et feront des allers-retours, car la ville mexicaine n'est qu'à 55 minutes d'avion. Alors, les premiers matchs se déroulent en Californie, une situation donc inhabituelle, mais qui n'empêche pas la détermination des joueurs. Je vous laisse écouter l'arrière droit, Arya Yousefi. Dans ces circonstances particulières, cela nous rend encore plus motivés. On va atteindre de nouveaux horizons tout en brandissant fièrement le drapeau iranien. Et sportivement, l'équipe iranienne, elle est loin d'être en reste, avec un match remporté 2-0 jeudi dernier contre le Mali, mais aussi 3-1 contre la Gambie il y a quelques jours. D'après le tableau, la sélection affrontera tout d'abord la Nouvelle-Zélande en Californie le 16 juin, puis la Belgique toujours en Californie, et enfin l'Égypte à Seattle le 27 juin. Et on se demande quelle attitude adoptera l'équipe iranienne de football. On se souvient, lors de la Coupe d'Asie, en mars, l'équipe féminine d'Iran avait refusé de chanter l'hymne national pour protester contre la répression. Merci beaucoup Célia Jusfredi. Un mot avec vous Vincent Crouzet, parce qu'il y a quand même 15 personnes, membres du staff, qui n'ont pas eu leur visa. C'est un risque concret de ces joueurs iraniens, cette équipe iranienne. On a l'impression que ça peut presque être un cheval de Troie pour entrer à l'intérieur du sol américain. C'est un peu gros quand même que la branche Al-Quds des GRI
profite de la Coupe du Monde pour éventuellement infiltrer des agents. Non, je pense que c'est surtout pour permettre éventuellement à des joueurs de l'équipe de foot de faire défection plus facilement et de ne pas être empêchés physiquement par des gardiens de la révolution islamique. C'est surtout ça. Maintenant, moi, je suis pas un spécialiste de la géopolitique du sport, mais j'ai l'impression que c'est une première tout de même, qu'à l'occasion d'une Coupe du Monde de foot, 2 pays belligérants, ou du moins un pays belligérant accueille sur son sol l'autre pays belligérant. Et bon, alors ça pose de gros problèmes de logistique, comme le disait Célia, notamment avec les allers-retours au Mexique, mais des gros problèmes aussi de protection rapprochée de cette équipe par le Secret Diplomatic Service, donc qui sont donc les services donc de protection du département d'État américain. Voilà, ça va poser de gros problèmes et éventuellement on n'est jamais à l'abri d'un geste d'un fou furieux à l'encontre de la délégation iranienne. Romain Siora, est-ce qu'on en parle aux États-Unis de la présence de ces Iraniens sur le sol américain? Oui, bien sûr. Alors vous avez toutes les théories du complot qui sont sorties, cheval de Troie, potentiel terroriste, évidemment c'est absurde. Ou alors on évoque certains joueurs qui pourraient demander l'asile politique aux États-Unis, ce qui ne serait pas impossible et ce qui serait pour Donald Trump quelque chose quand même affiché à son tableau de chasse. En tout cas, oui, les Américains sont concernés, mais ce que disait Vincent, oui, c'est quand même une première historique et c'est un geste d'apaisement. Je suis le premier à critiquer Donald Trump de la part de Donald Trump et pour une fois, la Maison-Blanche a fait preuve d'intelligence et effectivement 2 pays en guerre qui néanmoins acceptent autour de matchs de football de se comporter avec humanité, c'est quand même rare et je pense qu'il faut quand même le souligner. Magali Barthès, un dernier mot très rapide. C'est vrai que Romain Siora nous fait penser à cette affaire des Iraniennes, vous savez, en Australie, qui avaient voulu un temps rester sur le sol australien et finalement étaient revenues. Alors certaines, en effet, elles étaient 6 ou 7 à avoir décidé de faire défection en fait, en effet, et il y avait eu tout un imbroglio diplomatique et une pression maximale du régime iranien pour que finalement elles rentrent, en menaçant notamment les familles, à tel point que certaines, en effet, avaient décidé de repartir en Iran. Donc c'est vrai que d'empêcher une partie du staff, notamment peut-être le patron du foot iranien, qui avait notamment critiqué ces joueuses, évidemment, c'est peut-être une façon, en effet, de laisser un peu plus de marge de liberté à ces joueurs. On verra comment ça va se passer, mais il est certain que le précédent de ces joueuses iraniennes à la Coupe d'Asie, elle est certainement dans toutes les têtes des gardiens de la Révolution. Et c'est là qu'on voit que la géopolitique et le sport ne sont jamais loin. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi, Général Jean-Paul Perruche, Romuald Siora, Vincent Crouzet, Magali Barthès. Dans un instant, vous allez retrouver Cali, mais d'abord, c'est le journal avec vous, Rebecca Blanc-Lelouch, et puis on commence avec l'information principale, évidemment, de cette journée, c'est la mort de Bernadette Chirac. L'ancienne première dame s'est éteinte hier soir à l'âge de 93 ans, entourée des siens, a fait savoir sa famille. Une véritable femme politique élue de Corrèze, elle était la seule première dame à avoir eu un mandat électoral. De nombreux hommages lui sont rendus depuis ce matin. Écoutez Édouard Philippe qui a souhaité dire quelques mots sur Bernadette Chirac. Beaucoup de tristesse. Bernadette Chirac, c'était une femme qui vivait avec les Français. En tout cas, pour ceux qui sont issus de ma génération, qui ont mon âge. Elle était la première dame, la femme du président de la République, mais elle était plus que ça. Elle était une personnalité qui s'était imposée dans le paysage français, dans l'imaginaire français. Moi, j'adresse un message d'amitié et de très grande sympathie à sa fille Claude, à son petit-fils Martin et à toutes celles et ceux qui l'aimaient. On en vient aux suites de l'affaire de la petite Liana qui a été retrouvée morte hier. Et la tristesse est totale dans la région du Gers. On va retrouver Elisa Cléage sur place. Vous êtes avec Adam Merci. Elisa, vous êtes à Fleurance, dans la commune de la famille de Liana. Et le village se prépare à la marche blanche qui est prévue demain après-midi. Exactement, on a pu échanger avec de nombreux habitants aujourd'hui avec Adam Mercier, vous vous en doutez, c'est l'émotion qui prime. Regardez, nous sommes ici devant le fleuriste et pour tout vous dire, toute la journée, des habitants sont sortis de ce fleuriste pour récupérer des roses blanches qu'ils déposeront a priori devant le collège demain au moment bien sûr de la marche blanche. Tous se sont réunis ensuite dans ces lieux de convivialité ici dans le centre de Fleurance. Bien sûr, le nom de Liana mais aussi le nom du principal suspect Jérôme Barella sont sur toutes les lèvres.
suivre cette marche blanche. Donc énormément d'habitants comptent y participer. Ils nous l'ont assuré. Elle commencera donc à 15h demain derrière le collège où était scolarisée Liana. Merci beaucoup Lisa Cléache. Merci également à Adam Mercier pour les images. L'actualité internationale à présent au Moyen-Orient avec Téhéran qui dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Et cette déclaration fait suite aux nouvelles frappes américaines. Pour l'Iran, il s'agit de légitime défense, mais les pays du Golfe parlent d'une agression flagrante. On le rappelle, 7 missiles ont été tirés par les Iraniens en direction des bases américaines dans la région. Et enfin, jour de finale à Roland-Garros, finale dames, et c'est la victoire du jeune Russe qui remporte le tournoi. Mira Andreeva, tout juste 19 ans, qui remporte son premier titre du Grand Chelem. La Russe qui a battu en finale de Roland-Garros la Polonaise Masha Szwalinska en 2-7, 6-3, 6-2. Vous voyez la balle de match en 1h22. Mira Andreeva est devenue à 19 ans la plus jeune championne de Roland-Garros du 21e siècle. Voilà pour les images du trophée. Restez avec nous sur LCI dans un instant. C'est le rendez-vous avec Yves Calvi. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur LCI.